Qu'appelle-t-on vanité en peinture? Des natures mortes d'un genre tout à fait particulier, d'une haute portée symbolique, figurant tout à la fois des objets symbolisant l'impermanence du temps et des objets symbolisant les attraits de la vie terrestre auxquels l'homme malheureusement serait par trop attaché, ici les arts. Ce ne sont finalement que des allégories, c'est-à-dire des expressions d'un concept abstrait, illustré par des images. Elles portent un message très clair, « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir, avec en sous-texte ce message chrétien d'incitation à la renonciation ou au renoncement, puisque vous avez le choix, on peut dire les deux, à tous les biens de ce monde. Et ce n'est pas un hasard si ces vanités furent surtout répandues aux Pays-Bas, berceau d'un certain puritanisme protestant, à la fin du XVIe et tout au long du XVIIe siècle. Or, il faut donc bien faire la différence entre une simple nature morte et une vanité. Ici, vous avez une nature morte qui fait référence à la connaissance. Ici, vous avez une vanité parce que c'est rajouté dans ce même contexte évoquant la connaissance, cette bougie qui se consume et qui symbolise le passage et l'effacement du temps. Et à plus forte raison ici, où le crâne, au cas où vous n'auriez pas compris, évoque notre finitude de façon sûre et certaine. Alors, le terme de vanité viendrait d'un texte de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament qui raconte l'histoire d'un homme qui se dit être roi d'Israël et qui aurait écumé tous les plaisirs de la terre pour finalement se rendre compte de l'impermanence du temps, du côté très éphémère des choses et de cette temporalité limitée de la vie. Et il se serait écrié « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». La première peinture de vanité, dans le monde occidental, remonterait à 1603 à un peintre qui s'appelle Jacob de Gaigne le Jeune, qui baptisait son tableau Vanitas. Le voici. Alors, il mérite que nous nous y attardions un peu, car il est quelque peu ésotérique. Finalement, tout est à décrypter, à décoder. Si l'on en fait le détail rapidement, que pouvons-nous en dire? À l'observation en haute résolution, sur le voussoir de la clé de voûte est écrit « Umanavana », ce qui veut dire « toutes les choses humaines sont vaines ». C'est posé d'emblée, les choses sont dites. De part et d'autre, dans les équations, deux personnages, à droite, Démocrite, que la légende rattache au rire, et à gauche, Héraclite, que la légende rattache aux pleurs. Et tous deux montrent du doigt, en contrebas, une bulle. Nous allons y revenir sur cette fameuse bulle. Et on voit à partir de là que le tableau se divise verticalement en deux. D'un côté, côté Démocrite, tout ce qui est réjouissant, et de l'autre côté, côté Héraclite, tout ce qui est triste et douloureux. Sous la clé de voûte, une niche en pierre, avec à l'intérieur le crâne et la bulle. Le crâne, sa signification est claire, il ne faut pas développer une thèse, c'est l'évocation de notre finitude. Mais la bulle, nous allons en parler. Dans son dessin préparatoire, Gaigne le Jeune dit s'être inspiré d'une fresque de Bramante, ce fameux peintre architecte de la Renaissance, qui montre Héraclite et Démocrite de part et d'autre d'un globe terrestre. Et De Gaigne dit « Je n'ai fait que remplacer le globe terrestre, la map monde, par une bulle qui évoque la fragilité de nos vies humaines, telle la fragilité d'une bulle de savon ou d'une bulle de verre. C'est bien Erasme qui disait « L'homme est d'une fragilité de bulle ». De chaque côté, si on descend notre regard, de chaque côté du rebord de la niche, deux vases, de même forme, de même facture. L'un à droite, porteur d'une tulipe, symbolise les Pays-Bas florissant de beauté et de prospérité. L'autre à gauche, fumant, symbolise une urne funéraire. Et sur l'entablement de la niche,
de part et d'autre du crâne, quelques graines, symboles de germination, de renaissance spirituelle potentielle, et des pièces d'argent et des médailles qui, elles, au contraire, évoquent la futilité, la vaine matérialité. Remontons maintenant vers la bulle. Son examen minutieux montre à l'intérieur, non pas des reflets, comme on pourrait le croire là à première vue, mais des symboles réordonnés par De Guegne qui ont eux aussi leur histoire. De Guegne s'est inspiré là d'une gravure d'un autre de ses maîtres qui montre toujours Héraclite et Démocrite, décidément très en vogue à cette période-là, entourés d'un tas de symboles. Et il a repris, De Guegne, ce que je vous ai entouré en vert, le crâne, un cœur transpercé, une roue de supplicié, une couronne entourée d'épées et une bourse d'argent renversée avec des pièces de monnaie qui s'en échappent. Oui, tout ça de façon plus précise ici. Et il les a redistribués dans sa bulle. Alors là, je vous demande de me faire confiance, parce que ça ne s'observe qu'à la loupe, à très fort grossissement, et je vous ai évoqué de l'autre côté le dessin de ce qu'on voit dans la transparence du verre de l'autre côté. Alors, côté Démocrite, côté rire, ici, des motifs qui disent les plaisirs de la vie. L'amour, avec ce cœur transpercé devant un soupirail que vous devinez là-haut. La boisson, bon là vous le revoyez dans le dessin repris là-bas, avec ce verre cassé. Le jeu, avec le jeu de Bagamon et cette chute de dés. La santé, avec le caducée. Et de ce même côté, vous voyez, il y a une logique. On a le vase avec la tulipe, donc c'est le côté sympa. De l'autre côté, côté Héraclite, côté pleurs, on voit nettement la crécelle de lépreux et la roue du supplécié, faisant allusion sans aucune équivoque aux souffrances infligées par Dieu et par l'homme. Et de ce même côté, dans cette même logique, le vase funéraire, c'est-à-dire ce qui est moins réjouissant. Au milieu, de façon axiale, la bourse qui perd ses pièces de monnaie, qui est symbole de richesse, et la couronne entourée de ses pics, symbole du pouvoir, de la puissance. Alors là, ce sont des symboles mixtes, à la fois positifs et négatifs, suivant la cause qu'ils servent. Avec cette invention graphique d'une intelligence inédite, De Guegne nous montre comment le rire et les pleurs se mélangent dans cette bulle qu'est notre vie humaine, ne laissant finalement, après la partance derrière eux, que quelques vaines reliques, un crâne, des pièces de monnaie qui ne vont pas fructifier, qui sont perdues, mais quelques graines aussi, qui, elles, peuvent avoir une autre destinée de germination et de nouvelle croissance. Voilà, toute une histoire. À la suite de De Guegne le Jeune, David Bailly définit les principales caractéristiques picturales des vanités. Ça doit être un groupement cohésif, généralement de structures plus ou moins pyramidales, dans une gamme de teintes plus ou moins monochromes, et avec des jeux de clair-obscur. Et en 1651, Bailly peint une vanité qui est très importante, que vous pouvez voir ici, qui s'appelle « Vanité nature morte » avec le portrait d'un jeune peintre. C'est l'une des plus riches, des plus complexes, avec l'évocation pratiquement de tous les symboles de vanité. Je ne vais pas vous les détailler, mais vous avez musique, peinture, la bulle de savon, l'ivresse, la bougie, la jeunesse, la sculpture, enfin, voilà. Et le crâne, qui nous rappelle la temporalité. Mais nous pourrions citer énormément d'autres peintures à cette même époque, avec, très connue, la vanité 1646 de Philippe de Champaigne, avec aussi énormément de vanités à cette même période de Pieter Klets. Et ici, Madeleine Boulogne, il y en a énormément, très belles. Les vanités, je vous le rappelle, ont pour but de rappeler aux hommes le caractère mortel, qui est leur définition, en insistant sur la partance plus que sur la mort elle-même, sur la fuite du temps plus que sur son arrêt, sur la fragilité de la vie qui se consume plutôt que sur son terme. Et en insistant dans le même temps sur la vanité des biens de ce monde si on les compare
aux richesses promises dans la résurrection et dans la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui évoque généralement la fuite du temps? La montre, le sablier, la bougie qui se consume, la lampe à huile fumante, mais aussi des aliments de durée très limitée dans le temps, que sont les huîtres, les cerises, le pain. Le citron, c'est pas la même chose. Ça, c'est très classique. Le citron partiellement pelé avec cette peau qui s'entoure en spirale est l'indication à l'homme de sa mission de se dégager de sa gangue matérielle qui l'obstrue pour accéder à la pulpe, à ce qu'est son essence spirituelle. La fragilité humaine, peut-être que vous l'aviez là-bas à l'extrême, était aussi représentée par bulles de savon et bulles de verre. La finitude est marquée par des fleurs fanées, des bougies éteintes, lorsqu'on veut une évocation subtile. Par contre, si on veut y aller plus franchement, c'est crâne et squelette. La vanité des biens de ce monde ne manque pas d'image. Alors vous avez richesse et luxe représentés par les étoffes précieuses, par les coquillages, par les bijoux, par les pièces d'orfèvrerie, par les tulipes, par les pièces de monnaie. Le pouvoir qui est représenté par les armes, les couronnes, les sceptres. La victoire par la couronne de laurier. La beauté trompeuse représentée par la belle pomme rouge en vous avertissant qu'il y a toujours un ver à l'intérieur qui la ronge et qu'il faut se méfier des apparences. La connaissance représentée par les livres et les instruments scientifiques, quand les arts sont représentés par les tableaux, les sculptures, les instruments de musique et que les plaisirs de la vie sont symbolisés par le vin, la pipe, les cartes à jouer et les dés. À l'opposé, donc, on va vous évoquer la richesse de la résurrection et de la vie éternelle, avec le pain et le vin qui représentent, vous le savez, l'Eucharistie. On peut voir parfois aussi raisins et poissons. Et avec ce papillon, symbole de l'âme et de son immortalité. Ça, c'est un symbole constant que l'on retrouve très souvent, même lorsqu'il y a une vanité, il faut s'amuser à aller chercher le papillon. Alors je me garderai de vous parler de la symbolique des fleurs parce que là je n'y comprends pas grand-chose, je n'y sais pas grand-chose contrairement à certains et certaines. La seule chose que je sais, c'est les roses blanches qui sont l'évocation de la Vierge Marie. Le thème de vanité ne se limiterait pas à l'Occident. Certains le retrouveraient dans les estampes japonaises du XVIIIe siècle, dites ukiyo-e, image du monde flottant, impermanent, avec notamment les branches de cerisier en fleurs évoquant le côté éphémère de ces belles périodes de printemps, contrastant sur cette œuvre de Utamaro avec la vanité des plaisirs représentés par ces femmes de plaisir et ces étoffes luxueuses. Ce thème de vanité ne se limite pas non plus au XVIIe siècle. Il n'a cessé, en fait, d'intéresser tous les peintres jusqu'à aujourd'hui. Ici, une vanité à l'autoportrait de Gustave Victor Cousin, XIXe siècle. Ici, ce même thème repris par Paul Cézanne, par Braque, par André Derain, mais terriblement travaillé par Pablo Picasso, terriblement traité par Bernard Buffet. Mais ces vanités ont connu un regain de mise en lumière, il y a quelques années, dans la littérature, essentiellement à travers cet ouvrage que vous connaissez tous, le roman de Pascal Quignard, Tous les matins du monde, mis en image au cinéma par Alain Corneau. Pascal Quignard décrit merveilleusement une vanité quand il écrit en évoquant le peintre Lubin Baugin, de 1630, et son tableau « Vanité, nature morte à l'échiquier ». Je le lis. Le peintre était occupé à peindre une table, un verre de vin rouge, à moitié vide, une miche de pain, évocation du temps, un luth couché, un cahier de musique, une bourse de velours noir, des cartes à jouer, un échiquier sur lequel était disposé un vase avec 3 œillets et un miroir octogonal appuyé contre le mur de l'atelier. Tout ce que la mort ôtera est là, souffla l'austère monsieur de Sainte-Colombe, alias Jean-Pierre Mariel au cinéma, dans l'oreille de son élève Marin Marais, incarné par Gérard Depardieu à l'image. Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent en nous disant adieu, dit monsieur de Sainte-Colombe. Et vers la fin du film, dernière leçon de musique, Alain Corneau recompose à l'écran un tableau en clair-obscur avec une bougie se consumant.
symbole du peu de temps qui reste à vivre à Monsieur de Sainte-Colombe, et comment ne pas y voir là une évocation aux peintures de Georges de la Tour. Mais là, on n'est plus dans une vanité, on est seulement dans l'image de la fuite du temps. Enfin, il y a des vanités excessivement contemporaines, telles ces photographies de Renan Paulès, qui sont des répliques des vanités classiques, mais en y intégrant des objets de la consommation courante d'aujourd'hui. Donc, vous avez l'iPhone, vous avez les cigarettes, vous avez voilà, les produits que vous retrouvez dans votre frigidaire, voilà. Tout ce qui est en abondance dans notre vie. Encore ce tableau photographique de Pierre et Gilles. Et voici d'autres vanités contemporaines qui semblent se réduire au seul crâne. Mais non. Ici, dans Mickey's School de Nicolas Rubinstein, le crâne s'intègre dans une tête de Mickey, dans un jouet, pour souligner donc la futilité de nos activités de jeu. Et de l'autre côté, dans ce travail de Hirst, vous avez ce crâne couvert de 8601 diamants, qu'il a appelé, je crois, For the Love of God. Cette pièce a été vendue 100 millions de dollars en 2007, pour la petite histoire. Enfin, ces têtes de mort qui apparaissent quand on croque trop la pomme. Et du même auteur, Dimitri Tsikhalov, cet assemblage de fragments de caisses de munitions dénonçant dans cette vanité la quête de pouvoir, de puissance par la force, les guerres et le trafic d'armes. Mais pour terminer, je voudrais, avec vous, remonter le temps jusqu'aux années 1530 et voir avec vous cette anamorphose du fameux tableau Les Ambassadeurs de Hans Holbein, dit le Jeune. Et je vous entraîne avec moi. Deux hommes très sur deux, accoudés à une étagère, nous regardent de haut, magnifiés par une peinture hyper détaillée. Au premier abord, luxe, pouvoir, arrogance. Pourtant, il y a une fausse note. Une forme blanchâtre lévite bas de la scène, menaçante. Pour découvrir la clé apparente du tableau, il faut le regarder de biais. Alors l'image se déforme, l'orgueil disparaît, les richesses s'effacent. Et la grande triomphatrice se dévoile. La mort balaye tout. Mais comment croire que tout ce luxe ne soit mis qu'au service de la mort? Comment croire que ces deux hommes ne l'affrontent que pour lui être sacrifiés? Les détails de l'étagère semblent offrir des moyens de se battre. Livres entr'ouverts, globes terrestres, instruments scientifiques. Alors, que sont vraiment les ambassadeurs d'Holbein? Une victoire? Question, vanité ou contre-vanité? That's the question. Je vous laisse en délibérer dans votre fort intérieur. Merci.